Bienvenue sur Zone Télévision. Donc aujourd'hui, en ce 27 juin, nous sommes aux 100 jours de l'élection de la nouvelle équipe municipale. Alors, tout simplement, vous aujourd'hui, quel bilan vous tirez de ces 100 premiers jours? Êtes-vous satisfait? Êtes-vous content? Ou alors au contraire, avez-vous des déceptions concernant ces premiers 100 jours? Vous n'avez pas été élu, mais pour autant vous restez un membre actif à travers votre militantisme auprès du Mouvement pour la France. Du Mouvement pour la France. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Où en êtes-vous et quelle est votre réaction aujourd'hui? Écoutez, je ne peux pas être déçu dans le sens où ce qui arrive depuis 100 jours, c'est exactement ce qui était prévu. J'allais presque dire, Soran ne vois-tu rien venir, et on voit pas grand-chose venir sur certains dossiers. Moi j'avais défendu pendant la campagne électorale, vous vous rappelez que c'était un slogan un peu réducteur, mais j'avais défendu plus de sécurité, moins d'impôts. Pour l'instant, sur ces deux thèmes, c'est le calme plat, on va dire. C'est en tout cas, aucune volonté n'a été mise en œuvre là-dessus. Je ne crois pas que ce soit le cas dans les années à venir. Donc moi je ne suis pas déçu de voir que le maire socialiste mette en place le programme pour lequel il a été élu. Le maire socialiste qui s'est toujours défendu quand même d'être sur un programme socialiste. Il a dit, puisqu'il a fait rentrer un certain nombre de personnes qui n'étaient pas forcément dans la tradition de sa majorité. Certes, mais enfin bon, il est aussi conseiller général et jusqu'à preuve du contraire, il siège au groupe socialiste au conseil général. D'accord. Voilà. Fermez le banc. Hein. Donc, pas de déception? Pas de déception dans le sens où il met en place ce pourquoi il a été élu, donc aucune déception. Maintenant, je pense qu'il aurait pu prendre aussi en compte, ne l'oublions pas, même s'il a la majorité de quelques poignées de centaines de voix, qu'il n'oublie surtout pas les 47,2 ou 3% de gens qui n'ont pas voté pour lui et qui représentent quand même quasiment et pas loin de la moitié de Salon de Provence. Alors, sur les sujets de la vie quotidienne des Salonnais, l'environnement, le développement durable qui a été au cœur un petit peu aussi de cette campagne, l'aménagement de Bel Air, la migration de la ville, les enjeux d'équipement, les enjeux d'endettement, de fiscalité, tout ce qui permet aujourd'hui de faire qu'une ville se développe et vive. L'annonce aussi de la fragilisation de la base de l'air à travers, etc. Aujourd'hui, dans ce contexte, dans cette actualité, être élu, c'est pas non plus évident, quoi. Je veux dire. J'entends bien. D'abord, qu'on m'entende bien. Je n'ai rien contre la personne de Michel Tonnon. On a d'excellents rapports par ailleurs, humainement parlant. Mais je défends des convictions. Et bien entendu qu'il y a des choses de bonnes qui sont mises en place par tout le monde, fort heureusement. Et dans une vie locale et dans une élection locale, c'est comme ça que ça marche. Les combats politiciens se font peut-être un peu plus au moment d'une campagne. Et puis après, les choses sont ce qu'elles sont parce qu'il y a des vraies contraintes, quels que soient les maires. Les maires ont des contraintes budgétaires, ont des contraintes de fonctionnement, il faut payer les fonctionnaires municipaux. Ils ont peu de marge de manœuvre en investissement, je le comprends bien. Par contre, sur des visions à long terme, des visions de développement durable dont on a parlé dans la campagne, je pense que ce qui a été mis en avant dans la campagne par Michel Tonnon sera fait. Donc que les Salonnais ne s'étonnent pas demain de voir Bel Air se bétonner et s'urbaniser à outrance, qu'ils ne s'étonnent pas de voir la fiscalité peut-être non pas augmenter, mais comme elle augmente par effet mécanique d'augmentation des bases, ne pas baisser. Ils ne s'étonnent pas de voir que, on en a parlé, le quartier des Bressons ou d'autres quartiers sont toujours des zones de très très sensibles, voire de délinquance approfondie. Donc rien n'a été fait dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je ne sens pas la volonté, à travers ce que j'entends, à travers ce que je lis, la presse locale, d'écouter le message des 47,5% de gens qui n'ont pas voté, et qui sont aussi des Salonnais, je le rappelle, et qui eux aussi ont droit au développement, à la tranquillité et vivre une vie normale. Donc le maire, vous avez raison, le maire, on lui donne beaucoup aujourd'hui, excusez-moi ce terme trivial, on lui charge un peu la mule.
il ne peut pas tout faire, je le comprends bien. Cela dit, il a pris des engagements et il doit aussi écouter le reste des Salonnais. Pour ce qui concerne le développement durable, le développement économique, tout ça est aussi, fait partie d'un grand ensemble qui est l'Aglopole. Moi je pense, et je pensais qu'il fallait revoir les contours de la communauté d'agglomération. Elle n'est pas assez forte, elle n'est pas assez lourde. Quand on voit la communauté du pays d'Aix, c'est 350 000 habitants. Donc il faut se rapprocher de ces grands ensembles pour vraiment peser et avoir un pôle, j'allais presque dire, naturel, qui serait le pôle Marseille au bord de mer et le pôle intérieur. Donc il faut se rapprocher de ces communautés-là. Alors quelles sont les discussions? Je n'en sais rien. Quelle est la démarche? Je n'en sais rien. Et je pense que, vu le développement économique qui se trouve et qui se met en place dans ce type de communauté, je pense surtout à la CPA, donc pour Aix-en-Provence, il faudrait peut-être se rapprocher de cette communauté. Ou alors de l'autre côté, vers l'étang de Berre. Retrouver une cohésion, ça nous ferait retrouver une cohésion sur le canton d'ailleurs, parce que vous avez Vence qui est rattaché au SAN Ouest Provence, Salon qui est à Glopole Provence, plus personne n'y comprend rien et le citoyen lambda n'y comprend pas grand chose. Ça, voilà. Je pense que ça, il y aura certainement un effort pédagogique. Donc, ce matin, donc, au conseil municipal a été soulevé deux aspects. Il y avait l'aspect de la base de l'air, mais il y avait aussi l'aspect de la mosquée. Donc avec un bail en phytotique de 70 ans qui a été voté à la majorité. Je crois que vous aviez déjà beaucoup réagi sur cette question. Aujourd'hui, quelle est votre position? J'ai beaucoup réagi sur cette question. C'est voté maintenant, ça y est. C'est voté. J'ai beaucoup réagi et je vais réagir là à chaud et je réagirai sûrement dans la presse aussi. C'est voté. Cela dit, même si c'est voté, même si c'est légal, cela ne veut pas dire que ce soit légitime. Je le dis. Moi, ma position, elle était d'une clarté limpide. Oui, à un lieu de culte décent, oui, nous sortons nos compatriotes musulmans des caves, non à la plus grande mosquée du nord du département. Sachant qu'une mosquée n'a rien à voir avec un seul lieu de culte, c'est aussi une école coranique, c'est aussi une bibliothèque, c'est aussi un lieu où il peut y avoir des dérives. Et malheureusement, à l'heure qu'il est, vous savez que je ne fais pas l'amalgame, je n'ai jamais fait l'amalgame entre les musulmans pratiquants et les extrémistes. Mais à l'heure qu'il est, quand même, la France est toujours sous le coup de menaces terroristes et que le plan Vigipirate niveau 3 est toujours maintenu. Donc c'est quand même un signe. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne confonds pas les choses. Mais il est plus facile de trouver des intégristes parmi les musulmans que de ne les trouver ailleurs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, 1100 mètres carrés sur 2 ou 3 étages, comme il est prévu, avec, ce n'est plus ce qui était prévu au départ. Même si c'est financé par les dons des croyants, les dons privés, la facture va friser 2 millions d'euros. Je ne suis pas persuadé. Annoncé à 1,6 million. 1,6 million. On sait très bien qu'il y aura des révisions, etc. On a tous fait les marchés publics. Donc il y aura sûrement une dérive vers pas loin de 2 millions. Comment vont-ils trouver cette somme-là sans faire appel à l'extérieur? Moi j'avais rappelé qu'il fallait une charte républicaine des mosquées avec le rappel de l'égalité homme-femme, du non-prosélytisme, du fait de rappeler que la République et les lois de la République sont les lois supérieures, le fait qu'il n'y ait pas de financement de l'étranger et que cela reste quelque chose qui reste, j'allais dire comme l'église Saint-Benoît, un lieu de culte, ni plus ni moins. Aujourd'hui, on nous prépare un grand ensemble qui sera, à mon avis, quelque chose qui va nous amener à être la plus grande mosquée du département. Et je rajouterai... Alors, le maire s'en défend en disant que c'est à peu près la même type de mosquée qu'il y a à Istres et dans des villes un peu similaires, c'est-à-dire que ça reste dans des mètres carrés qui sont à peu près... et puis ce qu'il a précisé au conseil municipal, que vous pourrez voir sur le zone, c'est également le fait qu'il y a des garanties qui ont été passées. Il y avait quatre demandes de la mairie qui avaient été passées contractuellement pour autoriser, avec la fermeture concomitante des autres lieux de culte, mais également un certain nombre d'engagements sur la clarté et la transparence des financements. Tout à fait. On sait que les autres vont fermer, sauf celui des Bressons, qui restera. Qui est un lieu privé par contre. Qui est un lieu privé, qui est à côté de chez moi et qui est tout à fait honorable, qui viennent les personnes. Franchement, au contraire, je veux dire, il y a une bonne entente. Et ça voilà, c'est ça qui... C'est pas cette dimension-là, mais c'est cet état d'esprit-là que je défends. L'islam
assimilé dans la vie de la République. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, de sa croyance, de sa philosophie, de son agnostisme ou pas. Maintenant, il y a un autre élément. On va m'expliquer comment une commune peut mettre en place un bail emphytéotique avec un loyer de 800 € par an, ce qui est assez ridicule en l'occurrence, et construire après un bâtiment en dur qui sera pérenne ad vitam aeternam, sans dire que le terrain est donné. Donc si c'est une subvention déguisée, comme je le pense de toutes les manières, comme c'est la volonté de le faire, c'est un détournement de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Donc l'État pris dans son sens le plus large du terme, de l'Église et aujourd'hui des collectivités locales. Est-ce que vous souhaitez faire un recours sur cette décision? Écoutez, c'est tout neuf. J'ai pas encore pris de décision, je vais réfléchir, je vais voir avec mon responsable départemental. En tout cas, il y aurait peut-être quelque chose effectivement à faire de ce côté-là. Le Mouvement pour la France existe à Salon. Vous êtes son représentant. On va voir bientôt les élections européennes. Élection de prédilection. Prédilection, je crois, où le Mouvement pour la France a toujours occupe une place, je veux dire, traditionnellement assez significative. Alors, d'abord, je pense que les Salonnais ont besoin de savoir où vous en êtes vous. Alors qu'est-ce que vous faites actuellement? Moi, je fais ce que j'ai toujours fait. Je vous rappelle que je suis cadre dans une chambre de commerce qui est la plus vieille de France, la chambre de commerce et industrie Marseille-Provence. J'ai toujours travaillé, quels que soient mes mandats, où le statut permet d'être absent, sans être rémunéré d'ailleurs, mais je n'ai jamais lâché mon activité professionnelle et je fête aujourd'hui quasiment 23 ans de chambre de commerce. Donc j'ai toujours été dans la vie économique, auprès des industriels, des commerçants, des prestataires de services, selon les différents postes que j'ai occupés. Aujourd'hui, j'anime le commerce sur le territoire du Pays d'Aix, en l'occurrence, pour la chambre de commerce. J'ai des relations avec les mairies, les associations, les commerçants. Donc c'est un travail absolument passionnant. Cela dit, évidemment, je ne me suis pas mis en retrait, mais entre l'élection du mois de mars et aujourd'hui, peu de choses se sont passées au niveau local. Je pense que les Salonnaises et les Salonnais ont eu un petit peu pas une overdose, mais en tout cas une dose assez forte de campagne électorale et de vie politique. Il faut faire un petit peu digérer ça. Croyez-moi, dès la rentrée de septembre, je serai nous avions une réunion à Aix avec les responsables départementaux, je serai sur le pied de guerre pour l'élection européenne. Je vous rappelle que, pour faire le lien avec ce sujet, l'élection européenne, effectivement, est une élection de prédilection, que le terme de souverainiste, qui est un terme canadien, québécois par ailleurs, voulant dire tenant de la souveraineté nationale et non pas anti-européen, attention, on peut être pour une Europe des peuples et des nations, une Europe démocratique et non pas une Europe technocratique de Bruxelles, qui a été retoquée par ces Irlandais qui ont eu beaucoup de jugements par ailleurs. Eh bien, vous me verrez sur les tribunes et dans la presse et active dès le mois de septembre. Et par rapport à Salon de Provence, est-ce que votre combat continue? Vous êtes déjà en préparation Écoutez, je pense que pour prendre le résultat de l'élection, il est évident que quelles que soient les divergences qu'on peut avoir par ailleurs au niveau européen, on ne s'en cache pas avec Nicolas Isnard, et je suis ravi d'ailleurs par ailleurs qu'il ait été élu président de l'UMP à Salon. Donc je pense qu'il s'est passé quelque chose de très fort à l'élection, un rapprochement entre les deux tours, donc on peut très bien travailler sur des grands dossiers locaux sans être d'accord sur tout, sur la politique nationale voire européenne, ça pose aucun problème. Moi je vous rappelle que mon positionnement est à droite, clairement, et que je suis un peu l'aiguillon, je suis un peu là pour tirer un peu les oreilles, pour rappeler les engagements aux uns et aux autres, amicalement. Voilà, donc demain passer une élection qui va, j'espère, un peu plus intéresser les Français après le retocage du traité de Lisbonne. Je pense qu'on va œuvrer ensemble pour Salon et qu'il ne faudra pas réitérer les divisions dont il n'était pas responsable, en l'occurrence, M. Isnard, de la droite salonnaise. Donc, on sait maintenant qu'une élection, mais ça on le savait depuis le début, qu'une élection se gagne au premier tour.
Et qu'au premier tour, eh bien, il faut pouvoir avoir rassemblé avant le premier tour et avoir montré le moins de division possible auprès des citoyens qui n'aiment pas les rabibochages de deuxième tour, etc. Moi j'ai fait ce que j'ai pu, comme vous l'avez rappelé, j'ai pas pu fusionner puisque je n'ai pas fait 5%, mais j'ai fait ce que j'ai pu entre les deux tours, mais il aurait fallu que les choses se passent autrement avant le premier tour, évidemment. Financièrement, quand on n'a pas passé les 5%, c'est difficile? Financièrement c'est difficile parce qu'il faut tout payer, il faut payer les frais non officiels et les frais officiels. Cela dit, j'avais pris des précautions préalables. Bon, mais j'ai fait un emprunt, je prends mes responsabilités, qu'est-ce que vous voulez faire, Bon, ça va, je le prends sur mes propres deniers. Et puis j'ai aussi des amis qui ont pu, dans le cadre strict de la loi, faire des dons pour payer les frais de campagne. Voilà. Alors j'aimerais qu'on reparle de l'Europe éventuellement. On va continuer à parler de l'Europe. Alors donc vos sujets, vous, l'Europe, donc on avait entendu M. De Villiers fustiger contre la Turquie. Est-ce que ça reste toujours un domaine d'actualité? C'est un domaine encore plus d'actualité. Nous avons toujours dit que nous étions, que la Turquie, comme le dit d'ailleurs Nicolas Sarkozy, n'est pas en Europe. C'est clair, elle est au Moyen-Orient. Deuxièmement, la Turquie est un grand pays, 80 millions d'habitants. C'est-à-dire que faire rentrer la Turquie demain, c'est l'équivalent des 12 pays qui ont intégré l'Europe dans ces 2 dernières années. Troisièmement, je suis pour un partenariat privilégié avec les Turcs qui sont nos amis, il n'y a aucun souci là-dessus, mais nous ne partageons pas les mêmes visions du monde. La partie la plus européenne, c'est la toute petite partie qui est avec Istanbul, mais lorsqu'on va en Anatolie ou du côté d'Ankara, je vous rassure tout de suite, on n'est pas en Europe, vraiment on n'est pas en Europe. Donc, et puis ça pose le problème des limites de l'Europe. Jusqu'où ça s'arrête? À quel moment ça s'arrête? Alors, bon. C'est vrai que la Turquie donc, est un pays qui est stratégiquement, qui a été toujours stratégiquement le lien entre l'Afrique et l'Asie. Et donc aujourd'hui on sait que la Turquie a passé des engagements très forts avec les États-Unis au niveau défense. Et donc la question qui se pose aussi, c'est pour une Europe en paix, est-ce que ça ne se pose pas aussi sur une réflexion indépendamment de l'appartenance territoriale, à dire la question de dire si on veut garder quand même un développement, une stratégie, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même avoir un pays tampon, oui. Oui, ça nous amène quand même à une Europe qui serait aux frontières de l'Irak, je le rappelle. Alors la Turquie peut faire tampon, mais d'abord c'est pas. Parce que c'est important pour l'avenir. D'abord c'est pas très gentil pour les Turcs de leur demander de faire uniquement tampon. Je sais très bien ce que vous m'avez dit. Il est adhérent à 100%. Je sais très bien ce que vous me dites. La Turquie est membre de l'OTAN, il y a les bases de l'OTAN. On a demandé à la Turquie de défendre l'Europe occidentale contre le communisme depuis 45 ans. Je l'entends bien. C'est bien pour ça que quand je dis partenariat privilégié, serré, le tout en plus intégré dans le grand projet de la Méditerranée voulu par Nicolas Sarkozy, etc. Je l'entends bien. C'est pas du tout un rejet d'une main, mais on peut très bien faire partie d'un ensemble comme ce qui était le marché commun en 57, sans avoir une intégration politique stricto sensu et avoir des accords privilégiés. D'ailleurs, ça ne pose aucun problème au niveau européen, il faudra le faire. Moi qui suis pour la souveraineté des nations et des peuples au sein de l'Europe, et non pas anti-européen, entendons-nous bien, je suis pour le fait que chacun puisse avancer aussi un petit peu à sa façon. Parce que je crois que sur cette notion justement de dire, parce que souvent il vous a été attribué le fait que vous n'étiez pas en accord avec l'Europe qui a été montée, mais par ailleurs on n'identifie pas bien sur quel mode de fonctionnement l'Europe, parce que si l'Europe n'est pas montée autour de députés européens qui représentent les citoyens, quel peut être un autre fonctionnement d'Europe où les pays qui seraient représentés par les chefs d'État n'existeraient pas en tant qu'Europe Entendons-nous bien, c'est pas le Parlement européen n'a aucun pouvoir. Mais vous seriez pour donner plus de pouvoir au Parlement européen. Un vrai pouvoir de Parlement, il n'a pas le pouvoir de sanctionner la Commission, il n'a pas le pouvoir. Vous seriez pour dire sûr, c'est au Parlement d'avoir Bien sûr, ça serait déjà une avancée démocratique.
tout se décide à la Commission. Alors on nous dit la Commission propose au chef d'État, au Conseil. Hein, c'est le Conseil qui dirige l'Europe. Et moi je suis pour rappeler que c'est le Conseil qui dirige l'Europe. Le traité de Rome, ce sont les chefs d'État ou de gouvernement, selon les modes de scrutin, qui sont les patrons de l'Europe, chacun amenant la vision du pays et sa vision. Bien entendu qu'il faut s'entendre sur des tas de choses, mais avant que vous disiez un autre mot, l'Europe se fait par le bas. Elle se fait par la petite porte. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, que les Français, que les citoyens, on voit que par exemple sur les 18-30 ans, on a un effondrement du vote. Adhère. D'abord parce que depuis 30 ans, pour justifier des difficultés internes, on a dit c'est la faute de l'Europe. Ceux qui défendaient l'Europe très intégrée l'ont dit eux-mêmes. Ils ont dit c'est pas nous, la pêche c'est pas nous, l'agriculture c'est pas nous. Ça a été le bouc émissaire de tout ce qui fonctionnait. Alors, pendant 30 ans on leur a dit ça, aujourd'hui on leur dit il faut adhérer à un truc extraordinaire qui est un mini-traité de 350 pages, incompréhensible par le meilleur des juristes. Premièrement. Deuxièmement, l'Europe se fait par le petit bout de la lorgne. Il se fait par connaître s'il faut la même longueur des courgettes à Lisbonne ou en Roumanie ou en Lituanie, alors que je pense qu'il faudrait commencer par une harmonisation des TVA, une harmonisation de la fiscalité, une vraie coopération de la justice et de la police. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, 51 ans après le traité de Rome, pour récupérer un délinquant en Italie, il faut l'extrader. Il faut donc l'Italie n'est pas l'Europe, l'Italie est l'étranger. Oui, il n'y a pas d'Europe de la défense. Il n'y a pas d'Europe de la défense parce qu'elle a failli naître après la CECA, mais elle n'est pas née après. Là, il faut une intégration. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, à tel point qu'il n'y a pas d'Europe de la défense, qu'elle se met sous couvert de commandement intégré de l'OTAN, etc. Là, il y a des choses à dire aussi. Tout à fait. Donc on reviendra certainement sur le débat européen au moment des élections. Qu'est-ce qui pousserait aujourd'hui, vous, quel message vous auriez à faire pour motiver les gens à se dire allez voter pour l'Europe parce que ça vaut le coup et que quand même la dimension, l'enjeu de la France aujourd'hui, l'intérêt des citoyens, c'est d'avoir une Europe démocratique. Si on nous proposait une vraie Europe démocratique où les peuples sont respectés, vous vous rendez compte que tout le monde, dans l'intelligentsia européenne, tout le monde est outré du vote de la souveraineté populaire irlandaise. Je veux dire, c'est une vision qui est une vision romaine au sens du nom de la France au traité. La France a voté non en 2005. On a voulu nous faire repasser le traité constitutionnel par un autre traité par la petite porte. Merci aux Irlandais d'avoir eu cette sagesse de retoquer parce que le traité de Lisbonne est mort. Il n'y a pas de plan B. Le traité de Lisbonne est mort puisque pour ratifier un traité international, il faut que les 27 pays ratifient le traité. Donc le traité de Lisbonne est mort définitivement. Et demain, je pense qu'il faudra, pour rendre l'Europe plus attractive, la rendre plus démocratique, rappeler qu'elle est avant tout la coopération des nations. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, la peur des crises financières, des crises agricoles, etc., on a besoin de protection. L'Europe doit protéger ses citoyens. Il faut revenir à la préférence communautaire, comme c'était le cas du traité de Rome. Il faut faire en sorte de le mettre en place et de non plus baisser les bras, pour ne pas dire autre chose, devant les dictats de l'OMC et des États-Unis, qui eux n'ont pas d'état d'âme pour se protéger économiquement. Dès que vous les embêtez, dès que vous avez une concurrence, ils changent les normes, ils coupent les frontières, ils triplent les droits de douane. Et tout ça dans le cadre aussi de l'Organisation mondiale du commerce. Donc l'Europe doit être protectrice et non pas une Europe ouverte aux 4 vents qui ne protège pas ses citoyens.